Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Oka, et la Buga et pas seulement, LAZ 1121, Oka, apparu dans les pages des magazines soviétiques au milieu des années 80, pouvait. Et ne pouvait pas prétendre à la fois être une voiture du peuple. D'une part, elle se distinguait par son prix extrêmement attractif de 3500 roubles, au niveau de Zaporozhye. C'est-à-dire exactement 2 fois moins cher que le Ziguli habituel, sa compacité et son potentiel d'économie grâce à un moteur bicylindre de 650 cm3. D'un autre côté, ce n'était pas assez, dans tous les sens du terme, tout d'abord, d'un point de vue purement technique, à cause du moteur. Ensuite, les experts estimaient la demande pour une telle machine à 300 000 unités par an, alors que VAZ, CEAZ et KMAZ ne pouvaient produire ensemble qu'environ 50 000 exemplaires. Pour l'URSS, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La solution est trouvée, en 1988, lors d'une réunion spéciale du Conseil scientifique et technique du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire de l'URSS. Il est décidé que l'usine de tracteurs KMTZ d'Ela Buga, alors en construction depuis 4 ans, deviendra une usine automobile pour la production d'Oka, et pas seulement une simple usine, mais une usine modernisée. À long terme, le projet 1112, une sorte de voiture du futur, devait également y être en gage, mais l'histoire d'Hélas devait commencer. Avec l'Oka, qui reçut à Togliatti la désignation XM 1121. Oka amélioré, c'est ainsi que l'on peut décrire le modèle 1121 en quelques mots. La principale différence de cette voiture réside dans le fait qu'elle est dotée d'un cœur à 3 cylindres complètement différent, qui, avec un volume de travail de 820 cubes, développait 40 chevaux. Et ne vous empressez pas de sourire, si vous comparez avec les 3 douzaines de chevaux d'origine du moteur 1111, l'augmentation de puissance est de 30%. Une autre variante du développement du thème, Okushekni, LAZ 1125, dont la carrosserie devait devenir 5 portes et le moteur 4 cylindres. Il s'agit du projet 1112, qui avait été initialement envisagé. Cependant, l'horizon de la planification à long terme est bon, mais l'URSS se souvient bien que c'est Fiat qui commence à produire une véritable voiture moderne de masse dans ce pays. Cette bonne mémoire a permis de signer, en novembre 1989, un protocole d'intention en vue d'une production conjointe avec le groupe italien Fiat. Le nouveau projet a reçu la désignation de code A93, et du code italien, il est devenu une voiture de série appelée Pinto quelques années plus tard. Tandis qu'en Italie, les idées et les développements se concrétisaient en métal et en lyre. Et ce n'est pas tout, à Togliatti, pour ainsi dire, en vieille amitié, on décide de répéter le coup du cheval avec le développement du moteur, oui, et de s'assurer à nouveau le soutien technique de Porsche pour le développement de moteurs 4 cylindres de 1,1 et 1,25 litres. En outre, en ce qui concerne le Yelaz 1121, il s'agissait d'une carrosserie plus parfaite avec des vitres collées et des suspensions améliorées, qui auraient dû être plus proches des 8 mètres. En 4 ans, 2 milliards de roubles nationaux ont été investis dans la construction de l'usine automobile, et les premières voitures commerciales devaient être livrées aux clients en 1991. Hélas, pour le 25e anniversaire d'Avtovaz, seul un LAZ 1121 de pré-série a été présent au VDNKH. Le lancement prévu de la production a été reporté à 1992, puis le mois d'août fatidique de la 91e année est arrivé. Du jour au lendemain, les problèmes et les perspectives d'un immense pays sont devenus sans objet, et l'usine a reçu le statut de « en construction ». Le cabinet des ministres de l'URSS a même tenté d'attirer plusieurs entreprises étrangères, Fiat, Ford, Volkswagen et GM, mais il s'est avéré que ces idées n'étaient pas les bienvenues au Tatarstan. Ils ont notamment rejeté la proposition des Italiens de lancer une production rapide du modèle Panda à Yela Buga, bien sûr, après que la partie soviétique ait obtenu une licence. KAMAZ a refusé l'offre, généreuse, de prendre l'entreprise sous son aile, de sorte que Yela Buga est resté à jamais bloqué au stade de 28% de réalisation du plan pour les travaux de construction et d'assemblage. Au milieu des années 90, plus personne ne croyait en Yela Buga,
ce qui se reflétait dans les publications du magazine Z-Arulem l'Institut scientifique de l'automobile et du moteur, NAMI, a également produit quelques concepts intéressants dans ces années-là, la voiture de l'avenir, mes débuts, Compact et Octa étaient plutôt des projets de recherche, sans que les créateurs aient l'intention de les amener sur la chaîne de montage et d'en produire des centaines de milliers d'exemplaires, comme il était prévu de le faire. Avec elle, Oka amélioré, Aelabuga. Boris Abramovitch promet, le projet AVA, VAZ 1116, la tentative suivante de créer une voiture russe d'envergure nationale a eu lieu. Quelques années plus tard, au début des années 90. À l'époque, Avtovaz travaille en étroite collaboration avec la société Logo VAZ, dont le créateur de l'idée est Boris Abramovitch Berezovsky. Boris Berezovsky n'est pas un nouveau venu pour le géant de l'automobile de Togliatti, puisqu'il y a introduit de nouveaux logiciels et systèmes de conception assistés par ordinateur dès le début des années 70. Cependant, il est rapidement passe de la théorie à la pratique, après avoir exposé sa vision de la restructuration de l'économie de l'URSS dans des documents universitaires. Mais en réalité, l'essence même de son « entreprise » se réduisait à un simple et court mot, réexportation, et les voitures N allaient pas toujours à l'étranger. Mais en même temps, elles sont devenues très chères sur le chemin, aller-retour, et en Allemagne, à cette époque, Samara coûtait moins cher que dans notre pays. Il y avait une explication à tout ce « tour d'oreille », dans un système obscur et avec une inflation importante, le temps travaillait littéralement pour celui qui possédait les biens pour lesquels l'argent n'avait pas encore été payé. C'est pourquoi Berezovsky est rapidement devenu multimillionnaire, car grâce à un retard de paiement de 6 mois pour les produits Avtovaz, il a réalisé un bénéfice de 200 à 300% sur chaque voiture. À l'époque, le chiffre d'affaires de Logo VAZ s'élevait déjà à 250 millions de dollars, mais cela ne suffisait pas à Boris Abramovitch, qui n'en pouvait plus. En 1993, il présente le « projet de la décennie, voire du siècle », la construction d'une nouvelle usine automobile à Togliatti, d'une capacité de production de 300 000 voitures par an. Outre Avtovaz, un nouveau partenaire devait prendre part au projet, la société anonyme automobile All-Russian Alliance, AVA, dont la tâche principale consistait à lever des fonds ou plutôt des actifs financiers, ce qui, à l'époque, signifiait non seulement de l'argent liquide, mais aussi des bons d'achat. Environ 3 millions de citoyens de la Fédération de Russie sont devenus détenteurs d'actions AVA, qui ont pris possession d'environ 15% des titres de cette JSC. Avtovaz détenait elle-même environ 70% du capital autorise de l'Alliance, le reste des actions appartenant à Logo VAZ, à l'entreprise Suisse Foru, à l'administration de Samara et à d'autres personnes souhaitant s'associer à la création d'une nouvelle voiture du peuple. L'aspect technique du projet reposait entièrement sur les épaules d'Avtovaz et, fin 1993, la direction de l'Alliance a signé un protocole d'accord avec le groupe américain General Motors, qui était prêt à devenir un investisseur financier et technique. Ils ont ainsi réussi à réunir environ 210 milliards de roubles, alors que le montant initial était d'environ 3 milliards, non pas de roubles, mais de dollars. La voiture, baptisée VAZ 1116, devait être basée sur la plateforme 8 conducteurs du projet Gamma, car il n'y avait tout simplement pas d'autre base d'agrégats à traction avant à Togliatti. L'entreprise créée de toutes pièces devait atteindre un nouveau niveau d'automatisation, d'intensité matérielle et de fabricabilité. Ce qui devait ensuite conduire à un prix attractif pour le nouveau modèle. Cette voiture plutôt compacte était plus grande qu'Oka, plus confortable que Tavria et plus simple que Samara. C'est du moins ce que l'on peut dire des esquisses publiées dans le magazine Z-Arulem, ainsi que du modèle grandeur nature présente à Moscou. Cependant, dès le milieu des années 90, il est devenu évident que la voiture ne serait pas commercialisée en 1998, comme prévu, et la construction d'une nouvelle usine automobile n'a pas été entamée. En fait, le projet a été gelé et, en 1995, lors de la réunion suivante, chaque actionnaire a reçu sa « voiture du peuple », qui n'était pas une vraie voiture, mais un petit jouet. Les choses n'ont pas été faciles pour Avtovaz, notamment en raison de sa coopération avec Berezovsky. À la fin des années 90, il s'est avéré qu'AVA n'était plus un projet d'investissement, mais une société de gestion, l'Alliance ayant consacre la majeure partie de son argent à l'acquisition d'un important bloc d'actions dans Avtovaz. L'acquisition d'une participation importante dans Avtovaz elle-même.
Mais, outre le mal, la mésalliance de Berezovsky a aussi été bénéfique. En 1996, Ava participe au projet Eurosamara, dans le cadre duquel, dans la ville finlandaise d'Uusikaupunki, l'usine Valmet produit en 2 ans un peu moins de 15 000 voitures, neuves, embellies. Lada Baltic Avtovaz elle-même, ainsi que les expériences antérieures sur le projet A93, a contribué à créer sa propre voiture du peuple du présent, la VAZ 1116 Lada Kalina. La première Kalina était très similaire au modèle VAZ 1116. À la lumière du changement de structure d'Avtovaz en 2008, lorsque les Français de Renault ont acquis un quart des actions, il a été décidé, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de l'Alliance, de la joindre à Avtovaz, et fin avril 2008, JSC. Ava a été officiellement fermée. Nous croyons, nous aimons, nous pleurons, c'est à peu près ainsi que la rhétorique est passée de l'optimisme à l'épitaphe dans les pages de Zedarulem, à propos du projet Ava pendant 7 ans. 2 fois dans une même rivière, au cas 2 à la fin des années 1990, Avtovaz tente de revenir sur le thème d'une petite voiture compacte. Pour le grand public, qui serait encore plus abordable que la Kalina, sur laquelle l'usine travaillait activement à l'époque. La première version sous l'indice VAZ 1901 et le nom, OK2, a été présentée au Salon international de l'automobile de Moscou en 1998, mais tout se termine par un modèle d'exposition. N'oublions pas que cette même année et ce même mois d'août, la défaillance vient d'éclater et que VAZ n'a une fois de plus pas eu le temps de se lancer dans des développements prometteurs. Cependant, 5 ans plus tard, au même Salon international de l'automobile de Moscou, un échantillon de la nouvelle OK2 a été présente. Sous l'indice familier VAZ 1121. Le prototype de la version de luxe est équipé d'un moteur 4 cylindres à part entière, VAZ 2111 d'une cylindrée de 1,5 litres, ainsi que de serrures, de rétroviseurs et de vitres électriques. Des variantes ont également été envisagées pour équiper la voiture d'autres moteurs, le moteur OK habituel à 2 cylindres de 750 cm3 et le moteur MEMZ 245 de Tavria. En 2005, 4 prototypes ont été fabriqués pour les essais et, 1 an plus tôt, la direction de l'usine a annoncé son intention de produire jusqu'à 100 000 voitures par an à un prix ne dépassant pas $5 000 américains. Hélas, au cours des 2 années suivantes, ils ont réussi à créer une douzaine de prototypes en état de marche, sur lesquels les tests ont été menés. Comme Avtovaz ne possédait pas la capacité de production nécessaire pour fabriquer l'OK2 et ne disposait pas de suffisamment de fonds pour développer le projet sur un cycle complet, l'usine a été fermée. Bien qu'en 2007, le maire de Moscou, Yuri Lushkov, propose de charger les capacités inutilisées d'AMOZIL avec une telle voiture. À l'heure actuelle, Avtovaz fait une nouvelle, et dernière, tentative pour remplacer la première OK par une voiture de classe A+. Moderne, qui serait basée sur les unités et la base de Lada Kalina. Le prototype a reçu l'indice VAZ 1174 et le nom Lada Kalina City en raison de sa forte ressemblance, 80%, avec la voiture à haillons VAZ 1119. Hélas, VAZ n'a pas réussi à s'engager 2 fois dans la même rivière, et si le premier OK n'a pas été produit en masse, mais plutôt en série, toutes ces incarnations ultérieures ont été plutôt conceptuelles. Un ourson de Tula qui a également échoué, le projet Mishka même sans Avtovaz, l'idée d'une voiture du peuple était toujours présente dans l'esprit des amateurs russes dans les années 90. Ainsi, en 1997, Avtozel Kozma Holding a développé un projet de petite voiture du peuple, qui devait théoriquement être produite par le Leningrad Severny Zavod, le Stavrovsky Combine of Automobile and Tractor Equipment, situé près de Vladimir, et l'entreprise Kafkazem de Krasnodar, et il était prévu de produire des dizaines de milliers d'exemplaires par an. Hélas, ces plans n'ont abouti à rien, et le prototype aurait pu devenir à jamais un héritage, mort-né, de notre histoire automobile. Si, au début de l'année 2003, n'avait pas été créée la JSC, Mishka Tula Moscow, MTM, dont les fondateurs étaient l'administration de la région de Tula, ainsi que le grand maître Anatoly Karpov. Production de TM 1131, Tulak, où Mishka devait être mise en place dans l'usine de moissonneuse-batteuse de Tula. Cette voiture utilitaire compacte devait être produite avec différents types de carrosserie, break, camionnettes et pick-up. La conception de la carrosserie est atypique pour l'industrie automobile à part entière, un cadre métallique porteur avec des panneaux de carrosserie en plastique,
et pour accélérer et simplifier le cycle de développement, on a suppose une large unification. De la base agrégée avec VAZ, Tavria, Oka et même Gazelle. L'imagination des créateurs est allée jusqu'à l'installation possible d'un climatiseur, d'une direction assistée électrique, d'un système de freinage anti-blocage, d'une boîte automatique à 4 vitesses et même d'un système de blocage des gaz. Il était prévu d'assembler la voiture sur les capacités de l'usine ZIL de Moscou. L'affaire est presque arrivée à son terme, car la voiture a non seulement passé avec succès les tests d'homologation, mais a également reçu, elle, approbation du type de véhicule. Le prix annonce début 2011 était de 195 000 roubles, et les acheteurs potentiels étaient des ruraux, des retraites, des pêcheurs, des chasseurs, ainsi que ceux qui avaient besoin d'une deuxième voiture dans la famille. Hélas, à la fin de l'année 2011, selon les données disponibles, seule une dizaine de prototypes en état de marche avaient été assemblés. Bien que Zagorski parle de 50. Et la police routière de la région de Toula avait enregistré 4 voitures, dont l'une appartenait à un propriétaire privé, et les autres étaient la propriété de JSC, Mishka Tula Moscow, et elles ont été saisies. Nous ferons ici une parenthèse lyrique inattendue, car la première, Mishka, n'était pas cette voiture, mais une autre, développée par l'UGK Kamaz en 1980. Elle a été conçue comme un produit de consommation extrêmement bon marche, et son nom, Mishka le premier, a été donné en l'honneur du plus jeune fils du concepteur en chef de Kamaz, Vladimir Nomovich Barin. Calculatrice et logique après avoir rappelé les plus brillants projets populaires du PASS, essayons d'estimer dans quelle mesure il est réaliste de créer une telle voiture aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons besoin de notre propre école automobile à cette fin, non pas une école académique, mais une école appliquée. Supposons que nous l'ayons, il s'agit d'Avtovaz, qui est objectivement la première entreprise russe. Hélas, 40 ans après la création du « oui » à Togliatti, ils n'ont pas réussi à créer une nouvelle plateforme, utilisant toujours les développements du projet Gamma dans tous leurs modèles à traction avant. Il n'est plus nécessaire de compter sur une aide extérieure et, d'une manière générale, le coût du développement d'une plateforme entière, compte tenu du budget maximum d'un véhicule utilitaire, semble inutile. Il s'avère que nous ne pouvons compter que sur la plateforme 8 voitures, et nous devons admettre qu'elle est tout à fait pertinente et adaptée à l'idée récemment annoncée d'une voiture du peuple. Selon la description, la voiture du peuple devrait être équipée d'un moteur à essence d'environ 1,5 litres, d'une puissance de 100 à 120 chevaux, d'une boîte de vitesse manuelle et d'une garde au sol plus importante. Elle devrait également être équipée de 2 airbags, de la climatisation, d'un système de freinage anti-blocage, ABS, et d'un système de stabilité directionnelle, ESC, ainsi que d'un système de navigation, ERA GLONASS. Mais un deuxième problème se pose, celui de l'argent. Lorsque les Français ont conçu un projet similaire de voiture du peuple du XXIe siècle pour 5 000 €, que nous connaissons sous le nom de Renault Logan, l'entreprise Renault utilise au maximum sa base d'agrégats précédente, en unifiant autant que possible le nouveau développement avec d'autres modèles Renault. En appliquant autant que possible les méthodes de modélisation informatique, Renault-Schniki est parvenu à réduire ses coûts à 360 millions d'euros. À titre de comparaison, le développement de la Priora sur la base de la VAZ 2110 coûte 95 millions d'euros à Avtovaz. Ce chiffre est relativement modeste pour la création d'un nouveau modèle, mais il semble et paraît impressionnant. Avtovaz a-t-il la possibilité de dépenser cet argent pour le développement d'un nouveau modèle, ici et maintenant? N'oublions pas qu'après l'imposition des sanctions, même ses propres modèles, comme la bonne vieille Niva, ont perdu certains composants produits en étroite collaboration avec les Français. En outre, n'oublions pas que 500 000 roubles représentent à peu près les 6 000 $ qu'une Logan de base aurait dû coûter en Europe. Mais en même temps, la configuration tambour de 2005 ne supposait pas la présence d'options de confort et de sécurité, car la Logan de base de première génération n'avait pas d'airbag, pas de système ABS, ni même d'éléments aussi familiers que les lève-vitres avant électrique et le verrouillage centralise. Et c'est là que la question se pose, le consommateur russe moderne a-t-il besoin d'une telle voiture, même si elle coûte le fameux demi-million? Il ne faut pas non plus oublier que dans une économie de marche, la mise sur le marché d'un produit n'est pas une politique, mais avant tout une affaire. Le projet doit être un succès commercial, c'est-à-dire qu'il doit rapporter des bénéfices à l'entreprise. Même dans les conditions de l'économie planifiée et administrative de l'URSS,
le coût du premier modèle de Ziguli au début des années 70 était d'environ 1500 roubles, et il était vendu, à l'unité, au public pour 5500 roubles. Cela signifie qu'une nouvelle voiture devrait coûter aux fabricants environ 130 à 140 000 roubles, et ici, selon les lois économiques. Il est nécessaire d'inclure non seulement le coût du jeu de machine d'une copie particulière, mais aussi d'autres frais généraux. Le coût de l'ingénierie primaire, de l'électricité, du social et ainsi de suite. La Lada Granta, qui n'a pas besoin d'être créée à nouveau, coûte aujourd'hui environ 700 000 roubles. Cela signifie qu'un nouveau projet, dans lequel des dizaines, voire des centaines de millions d'euros doivent être investis, ne peut en aucun cas coûter moins cher sous la forme d'une voiture finie et commercialisable, de sorte que le chiffre de 500 000 roubles semble pour le moins utopique. Théoriquement, s'il s'agit d'un sidecar, primitif comme la Tata Nano ou la Bajaj Cut, il est possible d'arriver à un demi-million. Mais il ne s'agira pas de la voiture du peuple avec climatisation, airbag, ABS et navigation, ni en termes de cylindrée, ni en termes d'autres paramètres déclarés dans le TOR improvise. Et si l'on se souvient que la Moskvich 3, chinoise sur notre marche est évaluée à 2 millions de roubles, on peut prudemment supposer que personne n'aurait été en mesure de proposer une telle voiture pour moins d'1 million de roubles, même à l'époque. Et l'analyse historique confirme que pendant 30 ans, toutes les tentatives nationales de ce type n'ont abouti à rien. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais d'une évaluation objective des réalisations du passé et des possibilités du présent. L'idée même que la Russie est un nouveau et propre Moskvich ou Ziguli au XXIe siècle n'est pas mauvaise du tout. Allons-nous le dessiner? Allons-nous vivre? En conclusion, l'histoire des tentatives de création d'une voiture du peuple russe est riche et complexe. De la vision initiale au prototype souvent inachevé, chaque projet reflète les aspirations et les défis de son époque. Bien que certaines initiatives aient échoué, elles ont toutes contribué à façonner l'identité automobile de la Russie. L'avenir pourrait encore réserver des surprises, alors que l'innovation et la passion pour l'automobile continuent de vivre dans le cœur des Russes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.